Et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Pourquoi est-ce qu'on a donné à un bâtiment public qui est un lycée le nom d'une femme qui est morte en 2007? Alors vous le savez en gros, elle a été résistante. On va essayer aujourd'hui d'aller un peu plus loin, de mieux voir quelle est la trajectoire d'ensemble de cette femme. Parce que quand on dit Lucie Aubrac, on pense à une héroïne de la résistance. Ce qu'elle est, elle est une femme d'un rare courage. Mais vous allez voir que sa vie, elle n'est pas semée de pétales de rose. C'est-à-dire que les obstacles que cette femme a dû surmonter sont inimaginables quand on regarde ça de près. La singularité de cette femme, elle est là. En fait, elle a eu 3 vies. Alors, vous direz, mais on a tous plusieurs vies. Oui, mais elle a une première vie de jeune fille. Elle s'appelle Lucie Bernard. Bernard, c'est son nom de naissance. 1912-1939, donc jusqu'à la guerre. Puis elle a une deuxième vie quand elle épouse son mari. Elle change de nom, elle s'appelle Lucie Samuel, lui s'appelle Raymond Samuel, donc elle devient Madame Samuel. Vous me direz, mais on est tous comme ça. Si on se marie, on change de nom, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si, c'est assez extraordinaire parce qu'elle l'épouse en 1939, il est juif, et elle n'ignore pas en l'épousant en décembre 1939 qu'épouser un juif à ce moment-là, c'est probablement entrer dans une période qui va être complexe. Et puis elle a une 3e période de vie qui est où elle va s'appeler Lucie Aubrac, le nom de votre lycée. Ça c'est très extraordinaire, parce que son mari et elle ont changé de patronyme. Officiellement, ils s'appelaient Monsieur et Madame Samuel. Ils ont demandé et obtenu de changer de nom et de s'appeler Aubrac. Pourquoi Aubrac? Parce que c'était l'un des pseudonymes dans la résistance de Raymond, son mari. Et ils étaient tellement attachés à la résistance et à ce pseudonyme qu'ils ont changé de patronyme. Donc elle naît dans un milieu très défavorisé socialement. Et c'est un milieu dans lequel, normalement, on ne fait pas d'études. Alors qu'est-ce qu'on fait comme études? On est sous la 3e République, il y a une école gratuite, laïque, obligatoire, elle va à l'école. Sa sœur aussi. Et à l'école, elle est très bonne élève. Très bonne élève. Et donc elle va passer le certificat d'études haut la main. Bien. Mais après, quand on est de ce milieu-là et qu'on a passé le certificat d'études, on ne va pas au lycée. Le lycée est réservé aux enfants de la bourgeoisie et à quelques très très rares rejetons de la classe ouvrière ou paysanne, mais très rares. Bon. Donc le lycée, elle n'y pense même pas, et ses parents non plus. Elle va à l'école primaire supérieure. L'école primaire supérieure, c'est comme son nom l'indique, une école primaire qui vous permet de poursuivre un peu vos études pour obtenir ce qu'on appelle le brevet supérieur. Elle va à cette école, et là, ses maîtresses, parce que c'est un enseignement genré, hein, on est entre filles ou entre garçons, ces maîtresses détectent en elle des qualités intellectuelles rares, et elles essaient de la pousser. Elles peuvent d'autant plus la pousser que son père a été grièvement blessé en 1915 en Alsace, qu'il en a conservé des traces, des séquelles psychiques très fortes, et que du coup elle est pupille de la nation. Donc le coût de ses études est pris en charge. Et elle va à l'école primaire supérieure. Et là, ses maîtresses lui disent, il faudrait tenter l'école normale d'institutrice. Alors pour une fille de son extraction, devenir institutrice, c'est une ascension sociale remarquable. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ces 2 parents qui sont donc des gens modestes vont déménager de Saône-et-Loire pour aller à Paris et ils vont prendre des emplois d'ouvriers en usine pour qu'elle puisse, de Vitry-sur-Seine où elle habite, tous les jours aller au Batignolles, c'est-à-dire faire un très très long trajet et aller se préparer au concours d'entrée à l'école normale d'institutrice. Si vous lisez ses souvenirs, elle dit « J'ai réussi le concours la première année, en 1929, et j'ai été classée 3e. Comme c'est Lucie Aubrac, qu'après elle est agrégée, tout le monde, personne ne vérifie. Quand je fais ma biographie, je vais aux archives municipales de Paris, je demande le registre de 1929, et alors je tourne toutes les pages,
pas de Lucie Bernard. Je me dis, c'est bizarre, pourtant elle a été reçue du premier coup, elle est troisième, elle n'y est pas. Elle n'est pas à l'écrit, elle n'est pas à l'oral. Bon, alors je demande le registre de 1930, là elle y est. Elle est allée à l'oral, mais elle s'est fait coller. Et en 31, elle est reçue. Vous voyez, c'est intéressant, parce que cette femme a dû faire 3 tentatives pour réussir à intégrer l'école normale des Batignolles, et ça a été tellement douloureux pour elle, que quand ensuite elle est agrégée d'histoire et géographie, donc on s'en fiche un peu qu'elle ait été institutrice à la 3e tentative, elle gomme ça, parce que ça ne va pas. Et elle s'invente un parcours rectiligne, un parcours dans lequel il n'y a pas d'échec. Et Lucie Aubrac, à partir de ce moment-là, va entreprendre des études supérieures à la Sorbonne, parce qu'elle a pris goût aux études, parce que l'histoire et la géographie, ça lui plaît beaucoup, mais elle les finance en étant plongeuse dans un café-restaurant. Et en face de ce café-restaurant, il y a le lycée-collège Chaptal, et là, il y a des professeurs qui la prennent en amitié, qui vont l'aider dans ses études. Et donc, elle commence ses études à la Sorbonne. Alors, pour elle, comprenez bien ce que c'est. Aller à la Sorbonne, quand on vient de là où elle vient, c'est aller dans un monde dont on possède aucun code. On ne sait rien de la manière dont ça marche à la Sorbonne. Il faut qu'elle apprenne ça. Et elle va faire ses études. Et là, j'ai regardé dans les archives ses résultats. Elle a d'excellents résultats, études brillantissimes. Mais il y a une épreuve qui va lui poser des problèmes qu'elle replacera 3 ans de suite. C'est le certificat de latin. Parce que dans les lycées, aux enfants de la bourgeoisie, on apprend le latin. Et pour passer l'agrégation d'histoire et géographie, il faut avoir un certificat de latin. Et Lucie, évidemment, dans son école primaire supérieure, elle n'a pas fait de latin. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle a une mémoire de cheval, elle ne comprend rien au latin, elle va apprendre par cœur des traductions, des dizaines et des dizaines de pages. Et finalement, en 1937, ça marche. Elle va à l'oral et elle a 10 sur 20. Elle n'a pas fait une prestation éblouissante, mais c'est suffisant pour avoir le certificat. Et l'année suivante, 1938, elle réussit l'agrégation du premier coup. Elle est agrégée d'histoire et géographie à 26 ans. Elle adhère en 1932 aux Jeunesses communistes. Et elle va être une vraie militante communiste. Alors, c'est les Jeunesses communistes de 1932, il ne faut pas que vous pensiez au Parti communiste d'aujourd'hui. On parle d'un petit parti qui a le vent en poupe, qui croit dur comme fer qu'il y aura une révolution socialiste. Et les jeunes gens comme elle, c'est des gens très formés, à qui on apprend la théorie marxiste, et qui surtout se frotte aux luttes politiques du temps. Au quartier latin où elle est à la Sorbonne, elle fait le coup de poing tout le temps avec les camelots du roi, c'est-à-dire avec l'extrême droite royaliste qui à l'époque domine le quartier latin. C'est ça qu'elle apprend à ce moment-là, c'est à se battre. Une anecdote que j'aime bien. Il dit à ce moment-là, vendre l'Avant-Garde, c'est un journal des jeunesses communistes au quartier latin, c'était très difficile, parce que les camelots du roi attaquaient ceux qui vendaient ce journal. Ils les attaquaient physiquement avec des gourdins. Donc quand on vendait l'Avant-Garde, on mettait en place tout un système de protection, parce qu'on savait qu'il y aurait de toute façon une bagarre. Et il dit, Lucie un jour a dit, je vais vendre seule l'Avant-Garde au métro Saint-Michel. Alors, le duc lui dit, tu es folle, tu vas te faire hacher menu. Et elle dit non, parce qu'ils croiront qu'on a un service de protection. Et elle l'a fait. Et donc Victor le Duc disait, voilà quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'avait peur de rien, qui était une joueuse en quelque sorte. C'est-à-dire, elle essaie, ça passera peut-être, et si ça passe, ben, elle aura bien possédé les camelots du roi. Donc elle est militante communiste. Je précise que les rapports que j'ai vus, rapports secrets, de ce qu'on appelle la commission des cadres du Parti communiste, cette espèce de police interne du Parti communiste, ces rapports la décrivent comme une militante hors pair. Elle est exceptionnellement efficace.
elle arrive à fédérer, elle milite dans le 13e et dans le 5e arrondissement, et disent ses rapports, jamais la jeunesse communiste n'a été aussi puissante qu'au moment où elle était militante. Elle va pousser la porte au quartier latin d'une petite association de Quakers. Alors je ne sais pas si les Quakers, ça vous est familier, c'est des gens de la religion réformée, comme on dit, des protestants, qui ont une particularité, ils s'appellent eux-mêmes la Société des Amis. Et c'est des vrais philanthropes, ils aiment le genre humain. Donc ils font confiance à tout le monde, ils donnent une entière liberté à tout un chacun, et par exemple, dans les assemblées de Quakers, il n'y a pas de ministre du culte, il n'y a pas de curé ou de pasteur si vous voulez. Ils se réunissent tous ensemble, et c'est le silence, parce qu'on prie, et tout à coup il y en a un qui se lève, qui se met à parler, c'est la parole divine qui s'exprime à travers lui. On l'écoute, il se rassied, et le silence se réinstalle. Alors les Quakers sont des gens très intéressants, pourquoi? Parce que leur idée c'est que le genre humain sera meilleur si on l'éduque. Et donc les Quakers à Paris et ailleurs ont installé une antenne où on peut venir, on adhère, c'est gratuit, et on peut suivre des conférences. Et donc tout en étant militante sectaire communiste dans les années 30, Lucie Aubrac fréquente les Quakers, qui sont l'antithèse absolue de la jeunesse communiste. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, elle picore où elle peut pour combler les lacunes de sa formation. Et ce que Lucie Aubrac n'a jamais dit, et que j'ai découvert dans les archives, c'est que faire la plonge en préparant l'agrégation d'histoire-géographie dans les années 30, années de crise en France, c'est vivre très difficilement. Elle a littéralement crevé de faim. Et là, je pèse mes mots parce que ce même Guignebert, vous lirez ça, page 75-76, dit quelquefois, elle est d'une pâleur terrible et on pense qu'elle va s'évanouir d'un moment à l'autre parce qu'elle est d'une maigreur absolument incroyable. Et chez les communistes, c'est pas Guignebert. Quand on fait un rapport sur elle, on dit on l'invite à manger le soir parce que vraiment, elle n'a rien à manger, elle est dans une grande difficulté, etc. Vous chercherez, jamais Lucie Aubrac, dans aucun de ses écrits, n'a dit ça. Elle n'a jamais parlé des années de vache maigre qu'elle a vécues dans les années 30. Vous savez pourquoi, à mon avis, par orgueil. Parce que c'est des choses qu'elle n'avait pas envie de mettre sur la place publique. Et alors qu'en réalité, ça aurait servi, son statut, on aurait dit c'est remarquable de réussir ce trajet, cette trajectoire alors qu'on a tant de difficultés. Ben, elle ne l'a pas pris comme ça, elle a totalement tué ça. Je vous dis, je l'ai fréquenté pendant 23 ans, on a beaucoup parlé de quantité de choses. Jamais un mot là-dessus. Et son mari, quand j'ai fait la biographie, lui était toujours en vie, apprenait en même temps que moi la dureté des années 30 pour elle. En réalité, pour moi qui les ai bien connus, ce qui est frappant, c'est la complémentarité intellectuelle de ces deux êtres. Elle adorait prendre la parole, parler devant une assemblée comme ça. Ça, c'était le grand plaisir de sa vie. Lui était un homme totalement secret. S'il pouvait éviter de parler, il était le plus heureux des hommes. Et donc, il faisait un attelage parfait, parce qu'en réalité, quand elle parlait, elle avait toujours antérieurement discuté avec lui. Rien de ce qu'elle disait n'avait pas été soumis à l'approbation de son mari. Ils étaient un couple fusionnel. Donc en 1939, ils se rencontrent, ils se marient en décembre 1939, et à ce moment-là, je vous ai dit qu'elle voulait une bourse pour les États-Unis. Elle a obtenu sa bourse. Donc elle a obtenu en 1939 un visa pour les États-Unis. 1939, la guerre est déclarée en septembre. Elle a son visa. Elle a le billet pour partir. Raymond, lui, a fait des études au MIT à Boston, et lui aussi est invité aux États-Unis. Donc en décembre 1939, ces deux êtres qui se marient peuvent partir le plus légalement du monde, de façon ouverte, aux États-Unis. Alors que la guerre est déclarée, qu'on comprend que ça va être rude. Vous savez ce qu'ils font? Ils décident de rester en France. Avec quelle idée? Ça risque de devenir très dur, et il n'y a pas de raison qu'on s'échappe. Donc on va rester. Là-dessus, il y a
l'attaque de mai 40, Raymond est fait prisonnier, comme 1 800 000 autres soldats et officiers français. Elle va à Sarrebourg où il est, et elle le fait évader. Alors c'est pas une évasion rocambolesque à la Jack Bauer dans 24 heures, hein. C'est, elle lui trouve des vêtements, elle soudoie un gardien, et finalement elle réussit à le faire sortir. Bien. Mais c'est intéressant parce que c'est la première évasion qu'elle réussit. Et de là, ils vont aller à Paris. Et puis Paris, c'est la zone occupée par les Allemands, c'est la zone où déjà il y a les mesures antisémites très fortes, et ils se disent on ne va pas rester à Paris, et ils passent en zone sud et ils vont à Lyon. Et à Lyon, lui, il va exercer le métier d'ingénieur, il est ingénieur des ponts, il travaille à l'aéroport de Bron, Lyon, et elle va obtenir un poste au lycée de jeunes filles de Lyon. Et donc, le couple Samuel s'installe en 1940 à Lyon, le plus officiellement du monde. Ils vont même concevoir un enfant qui va naître en mai 1941. Autrement dit, vous voyez, c'est un couple, j'allais dire, parfaitement normal. Mais ça, c'est le côté face. Côté pile, il y a autre chose. Ils n'ont pas accepté la défaite. La défaite de 1940, pour eux, est une humiliation qu'on ne peut pas accepter. Ils refusent absolument la politique menée par le gouvernement installé à Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Ils sont vent debout contre ça. Alors, pas seulement pour les mesures antisémites, statut du 3 octobre 1940, non, non, bien plus largement, parce que toute la politique qu'incarne le maréchal Pétain, ils la vomissent, littéralement. Donc, ils ne veulent pas de ça. Et ils sont, par ailleurs, évidemment, très hostiles à l'occupant. Ça, c'est bien, mais ça, c'est ce qu'il y a dans leur cerveau, dans leur pensée. Ce qu'ils vont chercher, c'est des gens qui pensent comme eux. Et en 1940, ça ne court pas les rues. Parce que l'humiliation a été totale, parce que le pays est sidéré. Vous savez, les psychiatres emploient cette expression qui est intéressante. Quand quelqu'un subit un viol, une agression extraordinairement violente, un choc, il est prostré sans réaction. On appelle ça la sidération. La population française en 40, elle est sidérée. Elle avait tout imaginé sauf ça. Donc elle est sans réaction. Donc quand on se balade ou qu'on discute avec des collègues, ben les gens disent, bah oui, on ne peut rien. Finalement, le maréchal Pétain, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Il nous a évité le pire. Maintenant, il entreprend une politique de reconquête, de reconstruction. Tout ça, c'est très bien. Donc, vouloir faire quelque chose en 1940, à Lyon, dans la zone dominée par le gouvernement de Vichy, c'est très difficile. Parce que la plupart des gens sont maréchalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que le général Pétain c'est un grand homme, c'est même un résistant. Verdun, 1916, c'est ça qu'ils ont en tête. Donc c'est pas un traître, c'est un résistant. Et ils sont pétainistes, ça veut dire la politique que mène Pétain, c'est ce qui permettra le redressement. L'écrasante majorité des Français, attention, hein, je souligne, en 1940, après l'opinion évoluera, mais en 1940 est hostile à l'idée de faire quelque chose. Pourquoi je vous dis faire quelque chose? Parce que Lucie et Raymond Braque, comme les autres, Samuel à l'époque, ils ne vont pas dire on va résister. Le mot même de résistance, ils ne l'emploient pas. Ils se disent d'abord qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire quelque chose. Vous voyez, comme c'est indéterminé, ils ne savent pas quoi faire. Alors, Lucie a besoin d'un poste d'enseignante, et je vous ai dit, elle l'obtient au lycée de jeunes filles, et pour l'obtenir, elle est allée à Vichy, où il y avait le gouvernement français, le ministère de l'Éducation. Et puis, de Vichy à Clermont-Ferrand. Et là, dans un café, elle prend un pot avec un vieil ami qui s'appelle Jean Cavaillès, qui est un philosophe des sciences. Et à la table d'à côté, deux autres personnes parlent. Georges Zerafa, fondateur de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la soixantaine, déjà bien expérimenté, et un officier de marine qui vient d'être démobilisé, qui s'appelle Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et les deux tables se rassemblent, donc on a un groupe de 4 personnes, et ils vont discuter ensemble et se dire oui, on est d'accord pour faire quelque chose. Il faut qu'on monte une organisation. Il faut qu'on essaie de se développer. Et là, ils commencent à dire il faut qu'on essaie de faire de la résistance. Et ils vont appeler cette première organisation la dernière colonne. La dernière colonne, c'est un titre bizarre. Pourquoi ils prennent ce nom? Parce qu'on a beaucoup pensé que la défaite de la France à l'époque était due à ce qu'on appelait la 5e colonne. C'est-à-dire à des gens, agents allemands, infiltrés à l'arrière et qui désorganisaient les bases françaises.
Et donc la dernière colonne, c'est après la cinquième, il y en a encore une autre, c'est les derniers qui restent, c'est les résistants. Et cette dernière colonne, elle va commencer à agir. Alors, vous savez comment? Ils vont d'abord prendre un bâton de craie, aller dans les rues, et mettre par exemple un V de la victoire sur un mur. On me dirait, bah, c'est pas spectaculaire. Non, c'est pas spectaculaire, mais quand on fait ça et qu'on est habitué à obéir, on est respectueux de la loi, on a le cœur qui bat un peu plus vite. Il faut accepter une transgression. Les tracts, c'est bien, pourquoi? Parce qu'on peut, si on a des amis imprimeurs, et on en a très vite, des typographes, des gens du livre, on va leur demander de les imprimer. Et là, ça sera plus quelques papillons, c'est 1000, 5000, 10 000 tracts. Et on va les envoyer par la poste, on va les distribuer. Alors là, c'est des distributions, ça sert que Lucie Aubrac était communiste avant-guerre, elle sait comment on fait une distribution rapide, puis on s'éclipse. Mais si j'ai dit on envoie par la poste, parce que si on envoie par la poste, j'envoie à un ami que je connais bien. J'envoie même à quelqu'un de ma famille, mais évidemment de façon anonyme. Puis je vais le voir le lendemain. Et je le sonde. Je vois si d'abord il parle du tract qu'il a reçu. Il y a des gens à qui ça fait tellement peur qu'ils le brûlent et n'en parlent à personne. Mais s'il m'en parle en me disant « j'ai reçu un véritable torchon qui attaquait le maréchal, etc. » Ah oui, je dis c'est regrettable et puis je m'en vais. S'il commence à me dire « ah mais j'ai lu un texte intéressant, etc. » je vais essayer de pousser mes pions. En d'autres termes, je tâte le terrain et j'essaie de savoir si je peux aller plus loin. Et les premiers groupes vont se créer comme ça. Il y a une part de risque là-dedans. Parce que ça ne veut pas dire que les gens vont tout de suite adhérer. Mais il faut prendre ce risque et ils vont essayer de le faire. Le problème des tracts, c'est que c'est ponctuel. Je fais un tract sur ceci, un tract sur cela. Et ils vont très vite se dire, il faut qu'il y ait une continuité. Et donc ils vont penser à faire ce qu'ils appellent, eux, des journaux clandestins. Le terme de journal me gêne toujours un peu, parce qu'on imagine nos journaux d'aujourd'hui. C'est pas du tout ça. Un journal clandestin, c'est au début ce format-là, A4, en principe recto verso. Pour le numéro de Libération, numéro 1, juillet 1941, le titre est dessiné à la main par Raymond Aubrac. C'est vous dire qu'on fait comme on peut. Et la composition est très mauvaise. Mais on a créé un journal qui s'appelle Libération, on créera Franc-Tireur, on créera Combat, on créera Défense de la France. Et l'intérêt d'un journal est le suivant. Un journal, c'est un titre, c'est un numéro et c'est une date. Et donc le journal crée une continuité. Le journal, c'est plus un coup qu'on fait. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le paysage. Et petit à petit, le tirage des journaux va augmenter et on va créer une espèce de fidélité, un lectorat fidèle qui attendra ce journal et qui, à son tour, va le diffuser. Autrement dit, le journal, c'est la colonne vertébrale des groupes de résistance. C'est grâce aux journaux que les mouvements vont petit à petit gagner des gens. Ça prendra du temps. Pourquoi je dis ça prendra du temps? Parce qu'entre les premières inscriptions à la craie et les journaux, en zone sud, là où est Lucie, il y a à peu près entre 12 et 18 mois. Quel est son rôle dans le mouvement? Bon, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est professeure à temps plein. Elle va au lycée, elle fait des cours, ça occupe. Elle est jeune mère de famille. Jean-Pierre, son fils aîné, est né en mai 1941. Donc je dirais, ça suffit déjà à occuper quelqu'un. Eh bien non, elle va parallèlement à ça développer l'activité de résistance. Ça veut dire quoi? Parcourir la zone sud, aller à Marseille, aller à Clermont, aller à Limoges, aller où elle peut, pour rencontrer des gens, pour essayer de tisser une toile d'araignée résistante. Et dans ce rôle-là, elle est excellente. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, elle est chaleureuse. Comment dire, c'est pas quelqu'un qui fait des exposés froids, qui vous dit ce qu'il faut penser, etc. C'est quelqu'un qui immédiatement instaure un rapport de confiance. Donc elle joue un rôle très précieux dans le recrutement. Si vous la cherchez dans les organigrammes, vous savez, les organigrammes, c'est quand on dit il y a une organisation, voilà comment elle est faite. Si vous la cherchez là-dedans, vous ne la trouverez pas.
parce que c'est une femme et qu'elle dirige aucun service. Mais si vous vous demandez quelle est son influence est considérable. Je l'ai dit tout à l'heure, elle ne faisait rien sans en avoir parlé à son mari. Après, la réciproque est vraie. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises par le mouvement qui s'appelle Libération de Zone Sud sont pensées aussi par cette femme. Donc elle n'est pas présente dans l'organigramme, mais elle joue un rôle absolument clé dans l'émergence de ce mouvement. En même temps, elle va petit à petit se spécialiser dans une activité très dangereuse. Elle va diriger des groupes francs. Alors des groupes francs, c'est quoi? C'est chaque mouvement a une élite. Quand je dis une élite, ça veut dire un tout petit groupe. À Lyon, c'est 10, 15, 20 personnes maximum qui font des coups. C'est-à-dire c'est des gens qui vont par exemple aller briser avec des pierres des vitrines de magasins collaborationnistes, ou qui vont aller brûler des journaux dans un kiosque, des journaux de Vichy ou de la collaboration. C'est des groupes qui petit à petit vont prendre plus de risques. Ça, c'est les premières actions. Après, il va leur arriver, par exemple en décembre 1943, d'exécuter à Lyon le procureur général parce qu'il a condamné à mort un de leurs amis. Donc c'est des actions très dangereuses. Et Lucie Aubrac va devenir chef d'un groupe franc. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de vous dire. Cette femme, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, où elles n'ont pas l'émancipation au sein du couple, où il faut la permission du mari pour ouvrir un compte, même quand on travaille, à cette époque-là, cette femme-là dirige un groupe franc. Et les types qu'elle dirige, ce ne sont pas des doux agneaux. Ce ne sont pas des gens qui disent oui à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'elle le dirige? Parce qu'elle a un courage physique incontestable, elle n'a pas peur. Parce qu'elle est extrêmement méticuleuse dans l'organisation des coups. Et j'en donnerai qu'un seul exemple. Son mari est arrêté avec Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943. Il est enfermé à la prison de Montluc. De Montluc, on l'extrait de temps à autre pour l'interroger à l'école de santé militaire avenue Berthelot à Lyon. Elle va monter une opération pour faire évader son mari. Et le 21 octobre 1943, à la tête d'un groupe franc, elle va attaquer le camion allemand et libérer son mari et 13 autres prisonniers. Je précise que quand elle fait ça, avec une Sten, une mitraillette Sten sur les genoux, elle est enceinte de 6 mois. Donc ça vous dit un peu le type de personnage. Quand elle fait évader son mari, elle a à ses trousses la police de Vichy, l'Abwehr, le contre-espionnage allemand, plus le SIPO-SD, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Gestapo. Leur tête est mise à prix, ils vont errer, son mari, le petit Jean-Pierre et elle, alors qu'elle est enceinte, ils vont errer jusqu'au mois de février 1944 d'une maison à une autre en attendant un Lysander, un avion qui les emmène. Février 1944, un avion arrive et les emmène. Elle accouche le surlendemain. Et quand elle était sur le terrain d'aviation, elle a eu des contractions et on lui a fait une piqûre, on lui a dit alors pas de ça maintenant. Il faut que tu tiennes parce que c'est pas le moment. Bon. C'est vous dire les conditions dans lesquelles elle agit. Quand elle arrive à Londres, elle est considérée comme une héroïne. Et elle est mise en avant à la BBC. Et elle va faire des discours que vous pourrez lire, qui sont des discours assez intéressants. Elle est surtout nommée par Libération membre de l'Assemblée consultative provisoire créée à Alger en novembre 1943, c'est-à-dire qu'elle est députée alors que les femmes n'ont pas le droit de vote. Vous voyez, ça c'est très intéressant, la résistance tout à coup bouleverse tout. Ce qui est fascinant avec cette femme, mais pas seulement avec elle, c'est qu'elle n'a pas du tout profité de sa notoriété. Quand elle a été députée, puis ça a cessé, et en 1946, vous la voyez là, c'est une photo qu'on date souvent de Lyon, mais qui aurait été de 1946, elle est au lycée Jacques de Cour à Paris, elle a repris un poste de professeur. Elle est redevenue professeure, et elle sera ensuite, jusqu'à sa retraite, professeure à Jacques de Cour, puis à Enghien, dans la banlieue parisienne. Elle n'a jamais revendiqué, comment dirais-je, de droit, elle n'a jamais dit ce que j'ai fait me permet d'eux, etc. Ce sont des gens avec une espèce de désintéressement tout à fait singulier et qui acceptent de reprendre leur place sociale là où elle est. Quand est-ce qu'elle devient l'icône qui fait que votre lycée porte son nom? Très tard. Parce qu'après la guerre, son mari et elle vont partir à l'étranger
Ils vont d'abord aller au Maroc, puis ils vont aller pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies combattant la faim dans le monde, à New York, puis ils iront à Rome, et ils vont rentrer en 1972 en France. Et quand elle rentre en France avec son œuvre en 1972, elle est très connue, mais connue des petits cercles résistants, elle n'est plus un personnage public. Et c'est à partir de la retraite que petit à petit, elle va devenir un personnage de premier plan. Pourquoi? Mais parce qu'elle va penser que la conjoncture politique, l'émergence de forces d'extrême droite l'oblige à reprendre la parole. En fait, c'est ça. Et donc, elle va prendre son bâton de pèlerin et aller dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés, et prendre la parole beaucoup. Et comme elle est une merveilleuse oratrice, mais elle va à chaque fois transporter les foules. Et du coup, elle va acquérir une espèce de visibilité tout à fait considérable. Elle va passer à la télévision. Vous pouvez prendre ina.fr et vous verrez des extraits de ses interventions. Elle est tranchante. Quand elle est dans une émission, on ne voit qu'elle. C'est comme ça. Elle attire la lumière. Donc elle va être un personnage de premier plan. Et comme elle est un personnage de premier plan, elle va être attaquée. Et elle a été attaquée très durement par Klaus Barbie. Klaus Barbie, c'est le tortionnaire de Jean Moulin, qui s'était, à la fin de la guerre, évanoui. Il avait disparu avec l'aide de la CIA américaine, était là en Amérique latine, il est retrouvé, il est extradé en France, il est jugé. Alors, Barbie va être jugé, va être condamné à la perpétuité, mais il va penser que le procès peut être utile à salir la résistance. Comment la salir? En disant que Lucie et Raymond Aubrac sont les responsables de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire. Alors il va bâtir une espèce de mémorandum, assez confus, mais qui sème le doute. Et Lucie et son mari vont se battre pied à pied contre cette calomnie, avec beaucoup de difficultés. Je ne reviens pas sur le détail de ces affaires, mais les années 1995-2000 ont été très très rudes pour ce couple. Ils étaient déjà octogénaires et ils ont dû se battre pour en quelque sorte rétablir leur honneur. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas l'once du début, du commencement d'une preuve d'une trahison de leur part, en aucune façon. Mais le but de Klaus Barbie était atteint, la calomnie, il en reste toujours quelque chose. Quand Lucie est morte, on a dit c'est une grande résistante, etc. Mais on a rappelé aussi qu'on avait douté de sa fiabilité sous l'occupation. Or, quand Lucie a été attaquée, en 1997, très durement, il a écrit ceci. Faut-il, sous prétexte de briser les idoles, céder à la tentation de chercher des poux dans la tête des plus grands et de les ramener au format courant à la dimension ordinaire? Et disait donc, on l'accuse, cela ne m'empêche pas d'affirmer, légende ou histoire, que Lucie est un être d'exception, incomparable à sa façon, et qu'on doit admirer en bloc, comme elle est, et sans réserve. Mais je crois que je voulais terminer sur cette citation pour vous dire au fond, je pense qu'il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous pouvez être fier d'être dans un lycée qui porte le nom de cette femme. Parce qu'on peut faire plus mauvais choix. Je vous remercie.